Merci Elisabeth. Alors j'ai décidé de commencer par un petit peu de bibliographie. Alors vous savez tous qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans les médias, qu'il y a des outils qui sont, disons, mis à disposition du grand public. Oui. Et en fait, ce que j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui, c'est d'abord quelques indicateurs sur les 10 années qui se sont écoulées. Alors lorsqu'on parle d'IA, IA au sens large, hein, intelligence artificielle, le nombre de publications a été multiplié par 2. En 10 ans, donc ce qu'on entend par publication, c'est globalement les publications dans les journaux à comité de lecture, mais pas seulement. Et alors si on s'intéresse aux journaux à comité de lecture, eh bien c'est 50% en fait du volume. Les collaborations se sont aussi particulièrement intensifiées, alors surtout les collaborations entre la Chine et les États-Unis, on a un facteur 5 sur 10 ans, et puis deux types de collaborations. C'est un peu juste, c'est ça? Ok, voilà. Royaume-Uni-Chine et Royaume-Uni-États-Unis. Alors par région, vous avez les statistiques, et le graphique que vous avez en fait à droite vous montre le nombre de publications alors en milliers par domaine dans le domaine de l'IA. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a de l'IA dans le machine learning, il y a de l'IA dans ce qu'on appelle la vision assistée par ordinateur. En fait, on peut avoir de l'IA dans différents domaines. Et en fait, si on y regarde d'un peu plus près, ce qu'on entend par intelligence artificielle, ça n'est pas nécessairement de l'apprentissage automatique. Alors un petit mot à propos du titre. Il y a un certain nombre de mots que vous allez retrouver dans la présentation et qui ne sont pas forcément bien connus. Alors caractérisation, qu'est-ce qu'on entend par caractérisation? Ça fait souvent appel en fait à des personnes qui sont dans un laboratoire et qui vont travailler pour renseigner à partir de données mesurées. Donc c'est ce qu'on va appeler caractériser. Caractériser, c'est obtenir de l'information sur un événement. La prévision, bon, je pense que ça se décline assez facilement puisqu'on a la prévision Météo France et donc c'est une anticipation, c'est-à-dire une projection à partir d'outils de simulation. Alors les événements, c'est un peu particulier parce que tout peut être événement finalement. Là, vous avez typiquement la rentrée de la météorite de Tcheliabinsk, donc c'était en 2013, hein, vous avez dû entendre parler de ça. Donc nous on connaît en fait la ville de Tcheliabinsk pour d'autres raisons. Là il se trouve que c'était vraiment un événement donc très important en intensité. Alors justement l'intensité c'est ce qui peut permettre de définir ce qu'on entend par événement extrême, c'est-à-dire un événement rare et d'intensité exceptionnelle. Voilà, on peut s'accorder sur cette dénomination. Alors du global au local, le global, à notre niveau, dans un service de géophysique, eh bien c'est la Terre dans son ensemble. Alors à la fois l'atmosphère, mais également le sol. Donc dans son ensemble, hein, externe et interne. Et puis alors le local, eh bien ça dépend. Le local, c'est à une certaine distance de l'événement qui s'est produit, plutôt en champ proche. Encore que, en fonction de l'intensité de l'événement, ce qu'on appelle le local, ça peut être à des distances quand même assez importantes, donc quelques dizaines, voire quelques centaines de kilomètres. Bon, toujours est-il que là, on a changé d'échelle, hein, puisque le globe, c'est plusieurs milliers de kilomètres, hein, 40 000 kilomètres si vous faites le tour, à l'équateur, et puis là, on est plutôt sur des échelles qui sont de l'ordre de quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Alors j'ai quelques parties. On va commencer par justement faire un focus, donc partir de ce qu'on entend, disons, du terme d'IA. Alors, j'ai pas trouvé mieux, c'est pas très joli. Si vous faites une recherche sur Internet, vous aurez globalement la même image. Disons que l'intérêt de cette représentation, c'est qu'elle permet de se positionner. Où se situe, donc en fait on regarde tout ça sur une carte hein, quand vous êtes perdu. Donc il y a l'intelligence artificielle, alors c'est le grand cercle rouge, et on y retrouve beaucoup de choses.
Dans l'intelligence artificielle, vous avez ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Alors parfois on parle d'apprentissage automatique, d'apprentissage statistique. Moi j'aime bien le terme machine puisque finalement c'est la traduction littérale de l'anglais. On a une machine et puis finalement c'est assez révélateur disons, de l'outil avec lequel on travaille. C'est-à-dire ce qu'on considère comme étant souvent une boîte noire. Et alors, dans l'apprentissage machine, vous n'avez pas que les réseaux neurones. Alors, les réseaux neurones, on en parle beaucoup. Alors, toujours pourquoi? Parce que vous avez un sous-ensemble des réseaux de neurones. Donc, c'est le cercle gris qui s'appelle le deep learning ou l'apprentissage profond. Et encore là-dedans, vous avez les modèles génératifs. Et les modèles génératifs, eh bien, c'est tous les outils, ChatGPT, DALL-E, que vous allez trouver en libre accès sur Internet et que les étudiants savent utiliser avec une intensité croissante. Voilà. Et puis après, vous avez quelques acronymes, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque finalement, il n'y a pas que les réseaux de neurones, il n'y a pas que le paramétrique, parce qu'un réseau de neurones, c'est quelque chose d'un peu particulier. Alors justement, on va regarder ce que c'est. Alors un réseau de neurones, eh bien, d'abord, ce sont des neurones qui sont en réseau, et donc chaque neurone va avoir un rôle particulier, que l'on va modéliser mathématiquement. Alors c'est la petite boîte que j'ai mis au-dessus, mais je vais détailler cette petite boîte. Donc il y a des entrées, il y a une sortie. Alors les entrées proviennent des autres neurones avec lesquels le neurone en question est en contact. Et puis la sortie, c'est la sortie du neurone qui va alimenter d'autres neurones. Et alors comment fonctionne en tout cas un réseau de neurones? Globalement, alors l'information, c'est de l'information électrique. Lorsqu'on modélise avec une formule mathématique, donc on n'a pas d'électricité. Enfin pour l'ampoule qui nous permet d'écrire la formule, mais au-delà de ça, on n'a pas d'électricité, en tout cas pour faire fonctionner le système. Eh bien, on a deux parties. La première partie, c'est de prendre toutes ces entrées du neurone, donc, et puis de les pondérer. Donc l'entrée numéro 1 fois un certain coefficient, plus l'entrée numéro 2 fois un certain coefficient, etc. Alors ça, en mathématiques, c'est ce qu'on appelle un produit scalaire, et c'est donc complètement linéaire. Et vous comprenez que plus vous avez d'entrées, évidemment, plus la sortie peut être grande. Et donc on sait très bien qu'un neurone ne fonctionne pas sur... enfin, un neurone biologique ne fonctionne pas sur ce principe. Il y a ce qu'on appelle une fonction d'activation, c'est-à-dire que la somme peut être très grande, et donc on va la limiter. Donc en fait, ça veut dire que si le résultat est petit, eh bien, on va affecter une valeur qui est 0. Si le résultat est très grand, alors le neurone va sortir une valeur qui est 1, et puis entre les deux, c'est un intermédiaire. Ce qui permet de limiter la réponse d'un neurone artificiel, comme le fait en fait un neurone biologique. Et alors vous voyez, c'est très simple. En fait, le fonctionnement élémentaire d'un neurone artificiel, c'est simplement une opération linéaire suivie d'une opération d'activation dite non linéaire. Voilà. C'est-à-dire on empêche en fait la valeur d'être trop grande. Alors ça, évidemment, c'est un neurone. Et en fait, on assemble les neurones entre eux pour former ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Et alors, vous avez plusieurs manières d'assembler ça. Évidemment, vous avez ce qu'on appelle le perceptron multicouche dans le domaine. Alors c'est un objet qui est apparu il y a déjà plusieurs décennies, c'est pas nouveau. Vous savez qu'on n'est pas la première évolution de l'intelligence artificielle, sauf qu'aujourd'hui, on a les calculateurs. Ouais, calculateur de grandes bases de données. Alors là, vous avez le perceptron simple, le perceptron multicouche, MLP. Donc, vous allez assembler différentes couches de neurones. Et vous reliez tout le monde. Donc, c'est ce qu'on appelle du pleinement connecté. Et puis, il y a un sens. On part de l'entrée, on va vers la sortie. On ne revient pas. Mais vous n'avez pas que ça. Et vous avez plusieurs... Alors déjà, ça, c'est... J'ai pas mis l'ensemble, j'en ai mis quelques-uns. Disons qu'entre deux couches, vous pouvez ajouter des opérations supplémentaires. Voilà. Entre la première couche et la seconde, je peux rajouter des mécanismes de compression d'informations. Donc c'est ce que font les réseaux neurones convolutifs. Disons qu'ils prennent une image et ils agissent en opérant par convolution, c'est-à-dire qu'ils vont associer un certain nombre de pixels, un pixel par produit avec ce qu'on appelle un noyau. Donc en fait, ça revient à limiter l'information, un petit peu comme vous le faites finalement lorsque vous décodez une image. D'abord, vous regardez les grandes structures de l'image et ensuite vous allez dans le détail. Alors maintenant, évidemment, ça c'est la machine. La machine, il y a une entrée, il y a une sortie. Mais comme je l'ai indiqué, il y a des poids.
Alors les poids ne sont pas fixés a priori. Et il peut y en avoir beaucoup. Et donc l'objectif, disons, d'une méthode numérique qui permet d'aboutir à un réseau de neurones fonctionnel, c'est-à-dire qui reproduit en fait des sorties qu'il a apprises. Et bien comment on fait ça? L'objectif, eh bien, c'est d'optimiser, c'est-à-dire de rechercher les paramètres du réseau de neurones en minimisant l'écart entre ses prévisions, ce qu'il donnerait pour des poids, disons, aléatoires, et puis la réalité. Et donc pour cela, vous avez besoin d'une base de données, et plus vous avez de données, mieux c'est. Alors évidemment, c'est un problème d'optimisation dans un espace à grande dimension, et la dimension est typiquement donnée par le nombre de paramètres que vous avez à estimer. Alors là, c'est un neurone, ce que j'ai présenté sur la planche précédente, c'est-à-dire là, il n'y avait que 3 liaisons, donc 3 poids, plus 3 biais. Alors, ce sont des choses qu'on rajoute sans rentrer dans le détail. Un biais, c'est simplement un poids qui va s'appliquer à l'unité. Donc, en fait, il n'y a pas d'entrée supplémentaire, mais on ajoute un décalage, en fait, à la somme que réalise la première opération. Bon, c'est vraiment du détail. Ça reste un produit scalaire, mais vous allez ajouter, en fait, à votre entrée, en fait, un élément qui est l'unité. Donc, ça reste linéaire, de toute façon. Alors, il faut des données, et les données, on les a déjà. Alors ici, j'évoque en fait les données RA5 qui sont produites par le Centre européen. Alors, c'est développé par le C3S, c'est produit au Royaume-Uni, à partir d'un modèle qui est développé par donc des spécialistes de la météo. D'une part, et d'autre part, par des données en très grand nombre. Alors, ces données proviennent de différents moyens de mesure. Alors, vous avez tous les avions, le trafic aérien vous renseigne, notamment sur l'état de la météo. Et le trafic aérien, il est significatif. C'est-à-dire que vous avez 20 000 avions globalement qui volent là, pendant que je parle. Et ils ne font pas tous des trajets de 20 heures. Donc forcément, vous faites le calcul, un trajet moyen, je ne sais pas, de quelques heures, une journée 24 heures, 20 000 avions à l'instant T, ça en fait plusieurs dizaines de milliers, voire l'ordre de grandeur supérieur. Et il se trouve que lors du confinement, d'ailleurs, on n'avait plus autant d'avions. On a perdu en prévision, c'est-à-dire en qualité de prévision. Donc en fait, cette composante-là, dans le système d'IFS, développé par le Centre européen, elle est importante. Alors évidemment, vous avez les satellites, ça a tout changé, j'ai envie de dire, et donc il y a vraiment des pontes dans le domaine de la simulation de données qui nous ont expliqué, il n'y a pas si longtemps, que l'amélioration de la qualité des prévisions, c'est en grande partie lié en fait aux données supplémentaires en fait, que vous allez ajouter à votre système. Donc du coup apparaît un petit peu la séparation ici. Vous avez d'un côté des physiciens, des spécialistes de la météo qui vont travailler sur les lois physiques, et de l'autre côté vous avez des données, et donc on assemble ces deux-là au mieux par des techniques dites d'assimilation de données. Alors plus concrètement, c'est quoi ces données? Alors ces données, c'est 10 pétaoctets de données. Donc un pétaoctet, je rappelle pour l'unité, c'est 10 puissance 15 octets. Alors au CE1, on a l'habitude de manipuler les puissances de 10, mais je vais rappeler systématiquement, parce qu'entre le femto, le péta, le téra, le giga, il y a toujours des puissances importantes, et ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Alors ces données consistent en fait en des champs de vitesse, de température, par exemple, qui sont estimés sur une grille, qui est la grille du domaine utilisé pour réaliser la simulation. Et alors typiquement, la résolution horizontale de cette grille, c'est 30 km pour le globe. Alors c'est beaucoup. 30 km, vous allez me dire, c'est 30 km, c'est d'ici à Perpignan. Enfin, ouais. Donc oui, 30 km, c'est beaucoup, mais à l'échelle du globe, c'est peu. Et puis c'est surtout un coût de calcul qui est associé. Ensuite, il faut parler de résolution verticale. La résolution verticale, alors aujourd'hui, c'est 137 niveaux, du sol jusqu'à 80 km d'altitude.
Donc voilà, donc il faut bien imaginer que nous ne sommes pas au CE1 des spécialistes de la météo, donc nous on récupère en fait ces données, on les achète ou on passe par des requêtes auprès de systèmes opérationnels européens. Et puis voilà, donc ces requêtes nous donnent accès à des données donc qualifiées de haute résolution, quand même, avec 30 km en horizontal et 137 niveaux du sol jusqu'à 80 km. Alors bah, justement, le problème, il est là, c'est que 30 km, ça peut être trop grand pour des échelles, disons, pour des phénomènes qui se produisent à des échelles plus petites, alors typiquement des phénomènes localisés, des effets de site régionaux, qui sont empreints d'une certaine turbulence, d'une certaine stochasticité que l'on n'est pas capable en fait de résoudre de manière déterministe. C'est-à-dire que même si vous avez les équations, bah, vous n'aurez qu'un état probable du système. Et donc il faudra en réaliser beaucoup plus. Et ensuite, vous avez la grande échelle, donc, qui est produite par le Centre européen, alors au-delà de 30 km, et ces échelles-là sont dites déterministes, c'est-à-dire que globalement, la circulation atmosphérique globale est gouvernée par des équations que l'on peut intégrer. Voilà. Alors ça, ce sont les données. Je vous ai parlé de réseaux de neurones. Alors, quel est l'objectif? Si on se place dans un cadre de prévision, eh bien, on prend l'état complet. Donc là, vous avez les vitesses maximales pour le 24 décembre 2018. Bon, c'est un exemple. Et ensuite, vous avez la sortie du réseau de neurones. Donc ça, c'est l'entrée. La sortie, bah, c'est une prévision. La sortie, c'est un état que le réseau n'a pas encore rencontré. Alors, lors de l'apprentissage, évidemment, vous n'allez pas utiliser des données que vous n'avez pas. Donc l'objectif, c'est de donner au réseau de neurones à la fois l'état à un instant T et à l'instant ultérieur, parce que là, vous le connaissez. Donc, grâce aux réanalyses du Centre européen, donc RA5. Et donc, ce que l'on souhaite, bah, c'est minimiser l'écart entre la prévision et puis la référence, c'est-à-dire celle qui est dans votre base de données. Alors vous allez me dire, c'est compliqué. Et puis un réseau de neurones, c'est quand même beaucoup de paramètres. Et puis la météo, c'est compliqué aussi. Eh bien en fait, il faut savoir qu'on assiste aujourd'hui à un véritable changement de paradigme. Et ça a commencé en février 2022. Alors février 2022, ForecastNet, donc un réseau de neurones particulier qui permet de produire des prévisions d'aussi bonne qualité que celles du Centre européen. Voilà, c'est un réseau de neurones. Donc, première évolution, si on est capable de faire ça, on n'a plus besoin du Centre européen. On est tenté de dire ça. Alors, ça n'était que le début. Novembre 2022, un transformer, qui a un cas très particulier en fait, de méthode d'apprentissage profond, produit des résultats d'ensemble. Ensuite, vous avez eu GraphCast, donc produit par Google DeepMind, qui est un réseau de neurones sur graphe. On appelle ça un GNN, Graph Neural Network. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là. Janvier 2023, Climax, qui est un transformer. Alors, c'est très particulier, puisque c'est ce qu'on appelle un modèle de fondation. Et j'y reviendrai. C'est le seul dans la liste, en tout cas à ce moment-là. Ensuite, encore un transformer Fengwu, et puis en juin, SwinRDM, qui est un modèle de diffusion. Or, tout ça, c'est de l'apprentissage automatique, donc de l'IA, si vous voulez. Et alors, les performances à partir de GraphCast, eh bien, elles sont supérieures à celles du Centre européen. Donc, mettez-vous un petit peu dans l'esprit des personnes qui travaillent dans le domaine. D'un côté, vous avez quand même un centre européen. Donc, un centre européen, c'est pas 10 personnes. Donc beaucoup d'investissements, des calculateurs, ça coûte très cher, des personnes qu'il faut recruter avec une formation à la pointe. Et de l'autre côté, vous avez des gens de Google qui débarquent et qui vous disent finalement, le réseau de neurones fait la même chose. Dans un premier temps, il fait même mieux, à 10 jours. Alors le modèle de fondation, celui-là, alors c'est un concept qui est apparu en 2018. La particularité des modèles de fondation, c'est qu'ils sont entraînés sur des données non étiquetées. Alors, ce qu'on entend par données étiquetées, c'est vous avez une entrée, vous avez une sortie. En gros, vous avez une entrée, vous avez l'étiquette qui va avec. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. Alors, ça n'est pas étiqueté, c'est le self-supervised, donc auto-supervisé.
Et alors le gros avantage en fait de ce type d'approche, c'est que vous allez développer en fait une méthode d'apprentissage qui peut être portée sur d'autres applications. Donc il y a des concepts très importants qui s'appellent l'émergence et l'homogénéisation. C'est très fort, puisque on va vers ce qu'on appelle l'IA générale, c'est-à-dire développer un réseau de neurones qui soit capable de traiter des chats, des chiens, la météo, et puis la pluie qu'il fera demain. Voilà, c'est ça l'objectif. Alors il faut savoir que les modèles de fondation sont derrière GPT-3 et puis DALL-E, typiquement. Alors, une autre observation, je vous l'ai dit en filigrane, mais j'insiste, c'est que ce ne sont pas des centres opérationnels de prévision météo qui ont fait ça. NVIDIA, sont les ordinateurs, Google ne fait pas de prévision météo a priori, Huawei, ce sont les téléphones, Microsoft, Alibaba, enfin vous voyez, là on n'est pas au CNRS. Alors on va s'arrêter un peu sur GraphCast. Que fait GraphCast? Alors c'est un outil quand même très performant et qui vous donne des prévisions à 10 jours, comme j'ai indiqué, de très bonne qualité. Alors on a des erreurs pour quantifier ça, et en fait on peut montrer que l'erreur est plus petite lorsqu'elle est produite par GraphCast. Alors c'est un réseau neurones sur graphe, GNN. C'est un peu particulier puisque cela signifie que vous avez une représentation à base d'un graphe en fait de l'information. Alors ça peut vous paraître naturel puisque évidemment la planète, l'atmosphère, on imagine des points, des nœuds, donc un graphe. Alors, ça n'est pas nécessaire dans le domaine de l'apprentissage automatique. Il faut faire attention, parce que là, ce sont des réflexes de simulation. Une simulation d'équations, effectivement, vous allez discrétiser vos équations, donc exprimer ces équations en des points. Et ces points, si vous les reliez entre eux, ça forme un graphe. Mais une petite différence quand même, c'est que le maillage, lorsque vous avez deux nœuds d'un maillage, ils sont liés par une relation que vous ne connaissez pas a priori. Le graphe, lui, porte une information précise, c'est-à-dire qu'il y a un échange d'informations entre deux nœuds. Alors cette fois-ci, quelques informations. On est à environ 37 millions de paramètres, je vous ai dit, c'est beaucoup. Alors vous allez me dire, 37 millions, ouais, bon, je sais pas. ChatGPT, c'est plusieurs centaines. On a même dépassé le millier de milliards. Voilà, ça vous donne un petit peu la complexité du système. Donc là, on a des capacités, en fait, avec les réseaux neurones qui sont très largement supérieures, en fait, à ce qu'on pouvait avoir il y a 10 ou 20 ans. Et ça change tout. On a les données. On a des capacités de calcul voilà, qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et puis, il y a surtout des investissements très importants. Il y a énormément de monde en fait, qui travaille là-dessus. Alors, on peut regarder maintenant les événements extrêmes. Alors, le suivi des cyclones, typiquement, vous avez un cyclone, on le suit. Donc ça, c'est important, vous savez pourquoi. Il faut bien être à côté que dessous. Encore que si vous êtes juste sous l'œil du cyclone, ça se passe bien, mais enfin en général, il faut rentrer, il faut sortir. Et ça souffle dans un sens, ça souffle dans l'autre, puisque c'est un vortex. Et bien là, vous avez l'erreur sur la médiane en kilomètres, en fonction du temps. Alors vous savez qu'une tempête tropicale, ce qu'on appelle en anglais un hurricane, ça ne vit pas un jour, ça peut vivre plus d'une semaine. Et en général, ça parcourt une certaine distance avec des vitesses variables. Et puis l'intensité varie également. Donc vous pouvez passer sur des intensités assez faibles. Et puis du jour au lendemain, alors c'est des phénomènes explosifs qui sont aujourd'hui devenus quasiment standards. C'est une conséquence du réchauffement climatique. Plus il fait chaud, évidemment, plus vous avez la capacité d'alimenter cette machine thermique. En fait, un cyclone, c'est une machine thermique. Et on en revient au principe de Carnot. Des machines à vapeur. Vous avez une différence de température et donc vous alimentez une machine. C'est ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique. Eh bien, la prévision de GraphCast, vous l'avez en bleu. Et les simulations haute résolution, avec 1/10 de degré. Donc là, on a pris quand même la haute résolution du centre européen, vous l'avez en gris. Alors, il faut une base de données, il faut choisir un certain nombre de cyclones. Enfin bon, je vous passe les détails, vous avez les références, ce sont des bases qui sont bien connues. Ce que vous apprend en fait ce graphique simple, c'est que globalement on est quand même meilleur. Alors les rivières atmosphériques aussi, beaucoup de pluie. Donc c'est 30 à 65% des précipitations annuelles sur la côte ouest des États-Unis. Donc vous voyez, c'est pas rien, ces rivières atmosphériques, c'est la majeure partie des précipitations. Alors on a un indice pour ça, c'est ce qu'on va appeler l'indice IVT, et là encore on peut regarder cette erreur sur l'indice. En bleu, la prévision de GraphCast. En noir, la prévision du centre européen. Meilleure résolution.
HRES. Là, vous avez un petit exemple sur la côte ouest américaine. Alors, vous voyez, finalement, GraphCast, fin 2022, on est en 2024. Donc, vous avez d'autres produits, d'autres types de réseaux de neurones. Ça va très vite. Alors, c'est troublant, hein, puisque moi, j'ai fait mes études, il fallait apprendre dans des bouquins. Aujourd'hui, disons qu'il faut aller sur Archive, donc des dépôts en fait d'articles qui passent même pas en fait par les revues. Vous savez tous, hein, le temps moyen, une revue, une bonne revue, ça peut être quelques mois, voire un an, et puis il faut répondre à des reviewers, et puis il faut expliquer. Bon, on passe pas par ça, hein. Là c'est directement déposé sur Archive, et puis voilà. Donc en 2022, ça n'a pas été publié en fait dans un journal. Et pourtant, vous voyez les performances. Et là, on parle de performances non pas en moyenne, hein, puisque c'est sur des événements extrêmes. Alors, il y a quand même un petit problème derrière ça, c'est ce fameux 0,1. 0,1 degré, donc c'est tout petit. Mais est-ce que c'est si petit que ça? Et puis, est-ce que ça nous intéresse, nous, pour nos applications au CEA? Donc, on peut vraiment s'interroger. Alors, ça peut paraître anecdotique. Cette valeur, ça fait quoi? Pourquoi ça? Et on va revenir sur la notion d'événement extrême. Alors, ce que vous avez là, c'est les bulletins du centre donc de ce qu'on appelle l'OTIS, qui est basé à Vienne. Donc, c'est dans les bâtiments de l'ONU. C'est le traité d'interdiction des essais nucléaires, enfin l'organisation du traité d'interdiction des essais nucléaires. Et en fait, ils établissent un bulletin à partir de stations de mesure à l'échelle du globe. Donc, vous avez des capteurs sismiques. Plusieurs capteurs sismiques forment ce qu'on appelle une station, et puis ensuite vous avez plusieurs stations. Et vous avez la même chose dans le domaine de l'acoustique, de la propagation des infrasons. Alors là, vous avez tous les événements en nombre de stations. Donc ça, ce sont uniquement les événements qui ont produit une onde acoustique. Donc voilà, et pas seulement du sismique, hein. Et vous avez l'intensité, c'est-à-dire la magnitude lorsqu'il s'agit d'un événement sismique qui est donné par la taille. Alors il y a un peu de tout là-dedans. Il y a un peu de tout. Il y a des événements qui sont produits en Finlande. Donc c'est en haut à droite. C'est ce qu'on appelle Hukakero Military Range. Donc ce sont des militaires qui font exploser leurs munitions au mois d'août tous les ans. Donc au moins, on sait à quoi s'attendre. On a des stations un peu partout, on se met en face et on regarde ce qui se passe. Donc en face, ça veut dire une station en Norvège, on est à 320 km. Et il se trouve que si vous regardez, sur une douzaine de jours, vous avez une variabilité au moins d'un facteur 10 sur l'amplitude. Et pourtant, c'est la même source. Enfin, ce n'est pas le même événement, en ce sens qu'une fois que vous avez fait exploser votre munition, vous ne l'avez plus, il faut recommencer. Par contre, elles sont calibrées, c'est militaire. Donc vous avez toujours la même énergie. En d'autres termes, vous avez toujours le même signal émis. Et pourtant, vous allez récupérer un facteur 10 à 320 km. Bon, entre les deux, il y a la météo. Mais est-ce que la météo, ou plutôt l'atmosphère, varie significativement en une douzaine de jours? Pas tant que ça, en fait. Et il se trouve que la majeure partie de la variabilité est due à ce qu'on appelle des ondes de gravité. Et les ondes de gravité, ce sont des toutes petites échelles. Vous voyez, on se posait la question du 0,1 degré. Certes, mais là, je suis en train de parler d'ondes de gravité. Ondes de gravité qui sont en fait à une échelle qui n'est pas résolue explicitement par le Centre européen. Donc quand le Centre européen vous livre du RA5, vous n'avez pas ces ondes de gravité. Sauf que les ondes de gravité, c'est un facteur 10 au bout, en variabilité. Alors vous avez un autre événement qui s'est produit à Beyrouth en 2020. Alors vous voyez là, si on compte simplement le nombre d'événements, on en a globalement 1 million. J'en choisis 3. Donc, évidemment, ce n'est pas représentatif, mais ça vous montre ce qu'on entend par extrême. Vous avez, il faut que ça soit rare. Bon, l'explosion à Beyrouth, c'est rare. Et il faut que ça soit d'intensité, on va dire, anormale, ou en tout cas qui dépasse une statistique, qui s'écarte de la moyenne d'une manière significative. C'est le cas de Beyrouth. Alors Beyrouth, il a été détecté. Alors il y a un truc qui s'est passé à Beyrouth, hein, en fait, ça s'est fait en 2 temps. Vous aviez déjà un hangar qui était en train d'exploser. Et puis en fait, vous aviez juste à côté ce qu'on appelle du nitrate d'ammonium, donc de l'engrais. Et puis le nitrate d'ammonium, si vous mettez un petit peu de gasoil dedans, ça vous fait un explosif très efficace. Et puis dans un entrepôt du gasoil, c'est pas ce qui manque. Donc ça a explosé. Et l'énergie équivalente, en tout cas, elle tourne autour de 1 kilotonne d'équivalent TNT. J'ai mis les énergies, 0,03 kilotonnes pour Hukakero, donc 30 tonnes.
équivalent TNT. Là, on est à 1000 tonnes. Et puis, vous avez Bering. Très intéressant, c'est l'espèce de trace noire. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, c'est un satellite japonais d'observation météo qui est passé au-dessus du météorite lorsqu'elle est rentrée. Et alors, la météorite, elle était quand même significative, puisque d'après la NASA, elle a produit une énergie de l'ordre de 180 kilotonnes, 180 000 tonnes. Là encore, le centre européen Vienne, l'OTIS, donc produit une estimation de la localisation. Donc ils nous disent, voilà, ça s'est produit à cet endroit-là parce que nos stations l'ont détecté, plein de stations. Donc on fait ce qu'on appelle de la triangulation, et puis vous arrivez à avoir une zone. Et en fait, ils étaient 200 km au nord de la prévision NASA. Alors évidemment, la prévision NASA, elle n'est pas tombée au même moment, parce qu'en général, les gens se concertent un peu. Elle arrive un peu après, mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'ils l'ont fait en aveugle. Vous voyez, vous avez des signaux, on est quand même assez loin, puisque cette météorite, elle a été vue au pôle sud. Je vous rappelle que le Bering, détroit du Bering, c'est pas au pôle sud, c'est de l'autre côté. Et il faut tout traverser. Alors justement, cette notion d'événement, c'est quoi un événement? Comment on l'observe? Comment on le caractérise? Alors on va revenir sur la météorite, sur le météore de Bering, pour être plus précis. Météore, météorite, il faut qu'il y en ait un des deux qui arrive au sol. Mais bon, c'est de la terminologie. 18 stations infrasons acoustiques du système de surveillance internationale, donc là qui est hébergé au Centre international de données à Vienne. Et donc des détections de 1000 km à 15 000 km. Comme j'ai dit, il fallait être de l'autre côté, au pôle sud. Mais il y a aussi du sismique, de l'hydroacoustique, et puis il y a des stations temporaires américaines. Et alors, la prévision, vous l'avez, 178 kilotonnes pour la NASA. Alors c'est beaucoup d'énergie. Comment ils font ça? Alors c'est souvent des moyens optiques, en fonction de la luminosité émise lors de la rentrée. Ça chauffe très fort et ça émet dans un rayonnement très particulier. Et puis là, vous avez typiquement les signaux que l'on peut mesurer. Alors là, j'ai choisi 6 stations et vous voyez, c'est pas si simple. C'est pas on n'a rien, on a un truc qui arrive, on n'a rien derrière. Non, on peut avoir plusieurs arrivées pour un même phénomène. Simplement, l'onde a pris des chemins différents. Voilà. À très grande distance, on peut la voir plusieurs fois. Et pourtant, c'est un seul événement. Et alors, ce que j'ai représenté ici, c'est la carte. Et vous avez en jaune les zones favorables, où en fait l'information, l'onde va se propager avec une grande efficacité, et puis les zones bleues où c'est défavorable. Et comment on sait si c'est favorable ou défavorable? Justement, on va chercher les données RA5 du centre européen. Et là, on a un petit calcul qui nous permet de savoir si c'est bon ou pas. Bon, c'est un effet de vent, essentiellement. Vous savez tous qu'on entend mieux lorsque le vent est porteur. C'est cet effet-là à grande échelle. Alors, dans chaque direction, si on regarde bien, le favorable-défavorable, il s'alterne. C'est-à-dire que vous n'avez pas une autoroute. C'est-à-dire que ça n'est pas favorable de la source au récepteur. Ça peut être favorable au début, et puis un peu moins, voire complètement défavorable en plein milieu, et puis on récupère en fait des conditions favorables. Donc vous voyez, en fait, l'information, il faut aller la chercher là-dedans, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas tellement l'effet du milieu sur la propagation, c'est surtout la source. Alors, il ne vous aura pas échappé que là, je pars de distances qui sont de l'ordre de quelques degrés à la dizaine de degrés. 10 degrés, c'est 1000 km. Et on était à 0,1 degré, donc on pourrait se dire, finalement, au vu des distances, 1000 km, le centre européen me donne une résolution de 30 km, comme Graphcast. C'est pas mal. 30 km, 1000 km, j'ai une trentaine de points, ça va bien se passer. Non. Parce qu'en fait, lorsqu'une onde se propage dans ce milieu, alors elle est évidemment sensible aux très grandes structures de l'atmosphère, et puis elle est également sensible à des phénomènes de très petite échelle. Et ces phénomènes-là, on ne les a pas. On pourrait également se dire qu'il y a certaines propriétés des ondes qui ne sont pas sensibles à ces échelles, le temps d'arrivée, typiquement. Le temps d'arrivée, c'est la vitesse à laquelle se propagent les ondes. Bon, globalement, si vous avez une petite anomalie quelque part, de 1%, on peut se dire, bon, ça va arriver à peu près au même moment. Mais l'arrivée, en tout cas le temps, ne vous renseigne pas sur, disons, l'intensité de l'événement.
Et alors là, j'ai besoin de parler d'intensité, puisque finalement, dans le million d'événements que j'ai évoqués, vous avez un peu toutes les énergies. Et là, j'ai pris des volcans. Alors, vous avez entendu parler de cette explosion en 2022, Hunga Tonga, extraordinaire, un volcan qui pulvérise. Là, on est vraiment dans les événements extrêmes, hein, qui pulvérise en fait une île, littéralement. Et ce que vous avez là, c'est les temps d'arrivée. Vous voyez les petits points, tout en haut. Vous avez la distance et vous avez le temps en jours. Et alors, si vous regardez bien les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5 jours. On n'est pas loin de la semaine jour ouvrable. Et là, on se rend compte, en fait, qu'une fois que l'événement s'est produit, en fait, les ondes, elles font plusieurs fois le tour, en fait, du globe. Vous voyez, c'est pas juste une fois. Alors, une fois, c'est déjà beaucoup. Mais non, c'est pas assez, ça repasse. Parce qu'effectivement, pour avoir ces structures-là, à une distance donnée, pour voir plusieurs fois le même événement, ça veut dire que l'onde, en fait, elle n'a pas été émise plusieurs fois, hein, simplement elle se propage. Et une fois que vous avez fait le tour, hein, on est sur un espace confiné, c'est le principe d'un globe, d'une sphère, en fait, elle revient. Et on peut faire des zooms, et on peut regarder le signal. Alors c'est un signal de très forte amplitude, ça ressemble à ça, c'est ce que vous avez en bas. Et ça garde à peu près ces propriétés-là. Alors, ça se propage, c'est un petit peu altéré, mais bon, en dehors d'un glissement fréquentiel, on a à peu près la même structure au second passage. Et alors, si on regarde tous les événements, ça c'est un événement de référence, vous avez une petite représentation qui vous donne la surpression. Alors, c'est des pascals, c'est comme la pression atmosphérique. En fonction de la distance, vous voyez, on va à plus de 20 000 km hein, quand même. Hein. Et là, ce sont des événements qui sont produits sur Terre. Hein, je veux dire, on n'est pas sur la Lune, parce qu'il y a des cratères sur la Lune. Alors, vous avez Hunga Tonga, tout en haut, c'est les cercles. Et puis, vous avez quand même en dessous deux objets. La plus forte explosion nucléaire d'origine russe. Donc, là, on est à 57 mégatonnes, 57 millions de tonnes TNT. En 1961, très décomplexé à l'époque. Et puis vous avez un équivalent US de 15 millions de tonnes, 15 mégatonnes en 54. Et puis vous avez Tunguska, donc une autre météorite au début du siècle précédent, qui a fait ce cratère-là avec des forêts qui ont été littéralement soufflées. Et des feux qui ont duré plusieurs semaines, puisque ça explose. Donc ça explose et ça libère beaucoup d'énergie, mais en même temps, ça libère des incendies. Alors, très bien. On a des données. On peut utiliser GraphCast pour avoir des prévisions. Bon, la résolution est satisfaisante. Bon, est-ce que c'est vrai? On va revenir sur l'explosion qui s'est produite à Beyrouth. Donc le 4 août 2020, alors je vous ai dit qu'il y avait du nitrate d'ammonium, ça vous avez la formule chimique. En fait, il y en avait beaucoup, 2700 tonnes. C'est beaucoup de nitrate d'ammonium, 2700 tonnes. Pour vous donner un ordre de grandeur, lorsqu'on a 1000 tonnes, c'est un cube d'une dizaine de mètres de côté. Voilà, un gros cube dans lequel vous mettez vos explosifs. Et il faut que ça réagisse au même moment. Donc il faut mettre des détonateurs un peu partout, parce que si vous allumez une mèche d'un côté, évidemment, vous allez avoir un effet de propagation, vous n'aurez pas, en tout cas, l'explosion dans toute son efficacité. Donc on imagine bien que ce qui s'est produit à Beyrouth, c'est quand même un peu ça. Donc 2700 tonnes, déjà, c'est du nitrate d'ammonium, c'est pas de la TNT, vous perdez un facteur 2. Donc au mieux, on va avoir le millier de tonnes en équivalent TNT, mais en plus, ça n'explose pas d'un seul coup. C'est accidentel. Alors vous avez une magnitude qui a été estimée, c'est comme les séismes, par le Centre national de données, le CND, à 3,8, et puis vous avez des analyses multitechnologies. Alors on regarde tout dans ces moments-là. On regarde la taille du cratère, on regarde les ondes sismiques, donc à partir de l'amplitude, on regarde l'acoustique, ce qu'on appelle les infrasons. Les infrasons, c'est de l'acoustique très basse fréquence, moins de 20 Hz. Donc il y en a en permanence, hein, là, dans la salle. Cependant, vous ne les entendez pas. À 20 Hz, l'oreille n'est pas sensible. Et puis vous avez, en fait, je rappelle où se situe... donc Beyrouth, c'est le cercle,
et en dessous, vous avez une station colocalisée. Alors les stations colocalisées, à 100 km, c'est le triangle rouge, c'est de l'acoustique et du sismique. C'est intéressant, puisqu'au même endroit, vous pouvez sonder les ondes qui se propagent dans le sol et les ondes qui se propagent au-dessus. Et puis ça va bien plus loin. Évidemment, là j'ai représenté des stations régionales, les stations du système de surveillance international. Je vous ai dit 60 à l'échelle du globe, donc 60 à l'échelle du globe, vous n'avez pas une résolution de 100 km. C'est très peu, 60. Donc vous avez une interdistance entre deux stations de plusieurs milliers de kilomètres. Eh bien la première qui a vu l'événement, elle est en Tunisie, donc à 2400 km à l'ouest. Alors il se trouve que, comme je vous l'ai dit aussi, c'est un événement qu'on a pu voir venir, puisque ça commence à crépiter. Donc on a des smartphones aujourd'hui. Donc tout le monde s'est mis à filmer l'événement. C'est l'aspect positif du smartphone. Et quand on filme et quand ça explose, on sait à quel moment a eu lieu l'explosion, d'une part. Et on sait également à quel moment l'onde vous arrive dessus. Alors on va se placer à deux points de vue. On va se placer du point de vue de 12. Vous avez en fait à gauche donc la personne qui tenait la caméra. Et puis vous avez à droite la simulation qu'on a réalisée. On est capable de faire des simulations de très haute résolution. Là, vous avez un rendu qui est un rendu type jeu vidéo Blender. Parce qu'on travaille aussi pour représenter, disons, les choses le plus finement possible. Alors, un autre point de vue, c'est depuis un bateau. Alors, c'est un peu la même chose. Alors, évidemment, le problème, c'est que la personne qui tient le smartphone ne filme pas. Elle essaye d'observer, elle enregistre, mais au moment où l'onde lui arrive dessus, elle prend peur. Donc, vous perdez finalement le référentiel et il faut pouvoir se repositionner. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. C'est pour ça que vous voyez une partie de l'image, en fait, qui sort du cadre. Et puis, on peut regarder les dégâts engendrés et on peut également les simuler. Donc, on a l'explosion et ensuite, ça se propage. On a justement la personne qui a vu ça depuis le point numéro 12. Ça coûte très cher de faire ça. C'est 10 heures, ça mobilise 100 000 cœurs, donc c'est un supercalculateur, il n'y en a pas beaucoup. Et on simule 10 secondes. Ça va très vite. Et puis ensuite, vous avez les observations satellites, avant, après. Donc vous avez avant, et puis après. Là, c'est le après. Plus c'est jaune, moins il y a de dégâts, plus c'est rouge, plus il y en a. On utilise des indices pyrotechniques, assez classiques, utilisés par l'INRIS. Et en bas, vous avez l'observation satellite Copernicus, au-dessus, ce qu'on a été capable de reproduire en simulation. Et puis il y avait un bâtiment qui n'était pas très loin non plus, une douzaine de silos, il était impacté, et on peut également calculer le chargement du bâtiment. Quand une onde de choc arrive sur un bâtiment, elle l'abîme. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ces cas-là, on a tout. Observation en champ proche, on avait des capteurs loin, à des distances régionales, voire globales, et puis on connaît l'énergie, quasiment. Donc c'est ce qu'on appelle une vérité terrain. Et des cas de ce type, c'est très intéressant pour calibrer les outils de simulation que l'on développe. Et puis surtout, ça nous permet de positionner justement et d'estimer l'effet de la météo. Puisque là, on est à côté, donc il n'y a pas d'effet météo. Ce qui veut dire, à quelques kilomètres, ce n'est pas l'effet du vent ou une température un peu élevée qui va changer beaucoup les choses. Et donc ce que vous avez là, c'est l'erreur que l'on commet sur des signaux simulés en fonction de l'énergie que vous mettez dans votre modèle. Toujours en tonnes de TNT. Alors si on utilise tous les signaux sismiques, vous avez les courbes rouges. Et vous voyez que les courbes rouges, elles descendent et l'erreur minimale, elle est autour de 1000 tonnes, un peu plus. C'est à peu près ce que je vous disais avec les mains, hein, 2700 tonnes, 50%, c'est un peu en dessous. Alors maintenant, on peut prendre le signal acoustique et les données RA5. Donc là, on va chercher les données RA5. GraphCast fait le même travail. On a une résolution de quelques dizaines de kilomètres, un peu plus de 30 kilomètres. 30 km précisément. Et puis vous avez le signal simulé, le signal observé. Vous voyez, on est quasiment dessus. Et on a un minimum autour de 1 km. Enfin, autour de 1 kilotonne, pardon.
Alors évidemment, il faut aller chercher les données RA5, vous les avez ici, en fonction de la distance en bas, de 0 à 100 km, et vous avez l'intensité du vent, et on s'aperçoit qu'on a une alternance bleu-rouge. Donc bleu, ça souffle dans une direction, rouge, ça souffle dans l'autre. Et alors, ça c'est intéressant du point de vue de la propagation, puisque ça permet de confiner l'énergie dans les basses couches, à moins de 4 km là, typiquement. Et alors, attention, vous avez une technologie sismique, des signaux sismiques, de l'autre côté vous avez de l'acoustique, et vous pourriez dire, bon, on trouve la même énergie, donc c'est bon, c'est forcément 1000 tonnes. C'est acté, on signe. Non, c'est une coïncidence, parce que si je reviens sur mes données smartphone, qu'on exploite, et on cale l'énergie à partir de la propagation de l'onde de choc, en fait on obtient la bande que vous avez en vert. Et tous les points que vous avez en haut à gauche, eh bien, ce sont des observateurs, malgré eux, qui filmaient en fait. Donc on a une chronométrie, l'onde elle passe à cet endroit-là, puisque vous avez le capteur GPS de l'appareil, à ce moment-là. Ça vous donne un point dans un espace temps-distance. Et on voit bien qu'on est quand même au moins 5 fois plus bas. Donc ça n'est qu'une coïncidence. On ne peut pas considérer que parce que deux technologies produisent la même estimation, alors c'est une estimation à laquelle on peut conférer une qualité donnée, élevée. Et en fait, ça se voit très très bien lorsqu'on fait des simulations plus haute résolution. Là aussi, vous avez un coût. Donc c'est ce qu'on appelle le code WRF, Weather Research Forecast. Donc c'est un code américain qui fait de la prévision, mais à 1 km de résolution. Donc là, on a une échelle beaucoup plus petite. Et donc, si vous regardez, en fait, le bleu, le rouge, bon, globalement, il est situé à peu près au même endroit. Hein. Ça ne révolutionne pas, mais vous avez une chaîne de montagnes entre les deux. Entre Beyrouth, en fait, et si vous allez plein sud. Et alors, cette chaîne, elle altère un petit peu les choses. Elle change les vents, un petit peu. Pas de beaucoup. Hein. Là, c'est quelques mètres par seconde, c'est rien du tout. Eh bien, vos quelques mètres par seconde, ils vous donnent les 3 courbes que vous avez ici. Alors vous allez me dire pourquoi 3 et pas une, parce qu'on joue avec les autres paramètres du modèle quand même, pour être sûr. Il n'y a pas que la météo. La manière dont vous injectez l'énergie, ça par contre, on ne sait pas très bien, hein, je vous rappelle, hein, c'est de l'engrais, c'est un entrepôt, il n'y a pas eu des ingénieurs qui sont passés faire des mesures avant. Donc il y a une petite incertitude. Bon, l'incertitude c'est quoi? C'est un petit facteur 3, c'est des échelles logarithmiques hein, en bas. La météo c'est un facteur 10 quasiment. On est quand même beaucoup plus sensible à la météo. Et pourtant, là, je pars d'une météo régionale. 100 km de propagation. On est dans les toutes premières couches, quelques kilomètres. On ne va pas chercher des altitudes de 100 km. On est dans les 10 premiers kilomètres. Et pourtant, ces petites échelles comptent. Ça compte parce que si vous n'en tenez pas compte, c'est-à-dire si vous allez chercher GraphCast, qui est un outil performant, mais avec la résolution des données du Centre européen, puisque le modèle, lui, ne va pas inventer en fait, des petites échelles horizontales, si vous l'alimentez avec des données d'un certain type, il vous reproduit les données du même type en termes de résolution. Il se trouve qu'il commet moins d'erreurs pour la prévision, mais ça reste une prévision avec une résolution horizontale de 30 km. Et alors on s'est dit, il faut développer des réseaux de neurones pour générer en fait, ces effets aux toutes petites échelles. Et alors, c'est ce qu'on a fait. Et vous avez le résultat du réseau de neurones en bas à gauche. Vous avez la montagne, je ne sais pas si vous la voyez, elle est toute petite. Hein. C'est la petite bosse que vous avez ici, ça souffle depuis la gauche. Eh bien, quand vous soufflez sur un obstacle, dans un milieu stratifié, en fait, vous allez générer ce qu'on appelle des ondes de gravité. Alors, je vous en ai parlé, je vous ai dit, attention, les ondes de gravité, c'est important. Eh bien, vous les avez ici. Les ondes de gravité, c'est ce qui se propage vers le haut. Alors, il y a un effet de sillage. Hein. Il y a effectivement ce qui se passe ici. Ce sont des ondes de gravité piégées. Alors, on parle également d'ondes de montagne. Parce que là, le mécanisme qui génère ces ondes, c'est une montagne. Mais ça reste une onde de gravité. Une onde de gravité n'est pas une onde gravitationnelle. Les ondes gravitationnelles, c'est des objets que manipulent les cosmologistes. C'est pas la même chose. On ne parle pas de relativité générale. Hein. Donc ça, vous avez juste un milieu dans lequel vous avez une variation de la masse volumique. Plus vous montez, moins il y a d'air. Dans un cube, donc la masse par unité de volume décroît. Eh bien, ça engendre des ondes de gravité, voilà, qui peuvent se propager dans un tel milieu. Alors, vous voyez la machinerie qui est derrière. Il y a des réseaux de neurones un peu partout.
C'est pas juste je prends un réseau de neurones, je l'alimente et puis il me sort un résultat pour avoir ça. Eh bien non, parce que nous ce que l'on veut, ça n'est pas apprendre sur une montagne, c'est apprendre sur l'ensemble des montagnes qu'il est possible de rencontrer. Et donc vous ne pouvez pas passer en revue toutes les montagnes avec toutes les résolutions, c'est pas possible. Donc là en fait on a une première phase dans le réseau de neurones, c'est la phase numéro 1, qui est déjà un réseau de neurones en soi, qui fait en fait une extraction des différentes topographies. Voilà, il va chercher les motifs pertinents et il les code dans un espace dit latent. Et ensuite, il alimente un deuxième réseau de neurones. Et ce deuxième réseau de neurones est forcé par de la connaissance humaine. C'est-à-dire, on connaît un peu les choses quand même, on connaît les équations. Et on s'est dit, finalement, j'ai envie de dire assez tôt, mais depuis les années 2020, à peu près, on s'est dit, ce serait peut-être bien d'accélérer le processus d'apprentissage en lui évitant de réapprendre des trucs qu'on sait déjà. Évidemment, le réseau de neurones, il peut apprendre de zéro. Un chat, c'est ça, voilà, puis un chien, c'est ça. Tu apprends la différence. Et ensuite, on peut lui dire, non, un chat, c'est pas la même chose. Il est dents pointues, comme ça, et puis ça n'a pas tout à fait les mêmes oreilles. Enfin, on peut trouver, en fait, des différences, et on peut les coder. C'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones informés. Donc ici, la physique, elle est embarquée sous la forme d'un terme de régularisation dans la fonction coût. Donc, vous voyez, c'est un truc de maths. Ça fonctionne plutôt pas mal. Alors là, on était à côté. Explosion à Beyrouth, on est à peu près à 100 km. Que se passe-t-il si on s'éloigne? L'effet des montagnes est peut-être moins important. Donc là, on pourrait éventuellement se rattraper aux branches en disant très bien, là, c'est un peu particulier parce que l'onde s'est propagée très proche du sol, donc évidemment, très proche du sol. Il y a des montagnes. Les montagnes, ça affecte la propagation. Oui. Si on est à plus grande distance, que se passe-t-il? L'onde, elle se propage également, mais en fait, elle va être réfractée à des altitudes bien plus élevées, de l'ordre de 50 à 60 km. Il n'y a pas de montagne de 60 km d'altitude. Donc on se dit, c'est bon. Oui, mais les montagnes, entre autres, elles génèrent des ondes de gravité. Vous les avez vues. Les ondes de gravité, elles ne s'arrêtent pas à 10 km d'altitude. Donc votre petite montagne, très haute résolution, elle va avoir un effet aux très hautes altitudes, en fait. Vous voyez, les petites choses que vous n'avez pas intégrées, là, qui sont sous la résolution de 30 km de l'outil de Google, sous la résolution des données du Centre européen, ERA5, c'est pas grand-chose. Ça affecte finalement toute la colonne, du sol jusqu'en haut. Et en fait, ces ondes de gravité, quand elles se propagent vers le haut, elles voient leur amplitude croître. En plus, même si c'est un petit truc tout en bas, eh bien, tout en haut, c'est très fort. Et donc, ça se voit très bien. Donc on peut se placer à différentes distances. Donc là, vous avez 2400 km à la station tunisienne, je vous en ai parlé. Et puis vous avez tout en haut. Là, on est à 6200 km. Et vous voyez qu'à chaque fois, vous avez 3 signaux. Le signal rouge, c'est ce qu'on voit, et les signaux avec les deux autres couleurs, c'est ce qu'on simule. Et pour avoir cette qualité-là, parce que c'est pas mal, hein, si vous regardez bien, il y a plein d'espèces de petites bosses, là, plein de formes d'ondes. Alors c'est pas mal. Il faut rajouter des ondes de gravité. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir globalement une grosse arrivée. Simplifier un petit peu. Alors, 2 observations. Là, on se dit qu'on a gagné. Donc, il dit qu'il y a un modèle d'onde de gravité, donc c'est qu'ils savent faire des trucs. Oui, mais entre Beyrouth et la Tunisie, quand même relativement plat. Hein. Je vous rappelle, hein, c'est la Méditerranée, il n'y a pas beaucoup de montagnes. Et pourtant, je vous dis, il faut mettre des ondes de gravité. Alors elles viennent d'où ces ondes de gravité? Elles ne peuvent pas venir de montagne, il n'y en a pas. Ou alors ça se propage en travers? Non. En fait, il n'y a pas que les montagnes qui génèrent des ondes de gravité. Il y a plein de mécanismes. Il y a la convection. Vous avez également ce qu'on appelle le courant de jet. Vous savez, le jet qui vous permet de gagner quelques heures quand vous revenez des États-Unis. Parce que ça souffle que dans un sens. Hein. Donc on l'évite quand on y va, puis on se met dedans quand on revient. Ça génère des ondes de gravité. En tout cas, bon, il y a encore débat. Les spécialistes vont vous dire oui, mais ça dépend de la forme du jet, et puis il y a des zones privilégiées. Il faut que le jet se comporte comme ça. Mais bon, ça fait partie des sources. Et le courant de jet, il est quand même plutôt en bas. Puisque si un avion passe dedans, hein, l'avion, lui, vole à 10 km. C'est pas Concorde, hein, puis encore Concorde. Il était à 5 km au-dessus. Là, je vous parle quand même d'altitude où on est à 50, 60, 70 km. On est bien au-delà. Alors vous avez des perturbateurs, vous voyez les petits carrés bleus, là, c'est une analyse temps-fréquence, c'est la houle. Alors la houle, ça signe également dans le domaine acoustique.
Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a plein de phénomènes naturels que l'on voit en permanence. Et ça, c'est pas dans le million d'événements. C'est pas des événements extrêmes, puisque c'est tout le temps. Donc vous avez là où les volcans, ces événements naturels, qui ça évolue un peu dans le temps, mais bon, on les a toujours. Alors justement, ces ondes de gravité, on va regarder ça d'un peu plus près. Alors comment on fait les choses, nous, au CEA? D'abord, il faut des entrées. Donc RA5, bon, centre européen, c'est réglé, on a les entrées. Ensuite, il faut savoir un petit peu comment se propagent les ondes. Bon, on a un effet, ce qu'on appelle la vitesse du son, ça dépend de la température. Puis on va rajouter la vitesse du vent, parce que le vent, ça compte. Et le vent, c'est pas rien. Lorsque vous êtes dans la stratosphère, vous pouvez avoir des vents de 100 mètres par seconde. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, mais la vitesse du son, c'est 300 mètres par seconde. Alors, ça varie avec l'altitude, évidemment. Quand vous montez, il fait plus froid, donc ça se propage moins vite. Globalement, vous avez l'ordre de grandeur 100 versus 300. 30% quand même de vitesse. Bon, ce vent-là, si vous n'en tenez pas compte, en fait, globalement, les infrasons se propagent très très mal. C'est les fameux cas défavorables de la météorite dont je vous parlais. Donc le vent, lui, il va aider, on va dire, l'onde à revenir vers le sol. Et c'est important, puisque pour de la propagation grande distance, il faut qu'elle revienne vers le sol. Ça se présente sous cette forme. Vous avez l'évolution de la vitesse du son en fonction de l'altitude. Alors vous avez la toute première partie en bas, on perd de la température, ça se refroidit. Donc globalement, vous n'avez pas des vents de 100 mètres par seconde. Hein. À ces endroits-là, c'est pas aussi intense. Donc on refroidit, ça se propage moins vite. Puis ensuite, ça recroît. Absorption infrarouge autour de 30-40 km. Ça réchauffe un peu à ces altitudes-là. Puis en plus, vous avez l'effet du vent. Donc c'est la fameuse bosse que vous avez, autour de 40 km d'altitude. Ensuite, ça recreuse et ça repart vers le haut. Bon, ça, globalement, c'est un W. On est d'accord, vous le regardez un petit peu de côté, c'est le W dans la verticale. Et puis, ça génère ça. Vous voyez, des ondes qui se propagent. La couleur, c'est quand ça se propage bien. Et quand il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Donc, vous avez la distance pour l'axe horizontal, et puis la verticale de 0 à 120 km. Je termine, voilà, je fais ça dans les 5 minutes. Alors pour mes ondes de gravité, justement, là, il n'y en a pas. Donc ce sont les données RA5 du centre européen. Alors en fait, j'en ai mis deux. J'ai mis G2S et RA5. Alors pourquoi j'ai mis les deux? RA5, c'est européen. G2S, c'est Ground to Space. C'est américain. Et alors la première chose que l'on pourrait se dire, c'est oui, bon, quand on fait des prévisions ou quand on fait des réanalyses, quand on donne ces profils de température et de vitesse, globalement, c'est la même chose. Eh bien, la réponse est non. Et si on regarde un peu plus près, à 50 km d'altitude, on a 20 mètres par seconde d'écart. Un peu moins de 10%. C'est quand même beaucoup. Vous voyez, ces deux organismes opérationnels, ils ne sont pas d'accord entre eux, on pourrait dire ça. Mais en fait, non, on est dans les incertitudes. Et en fait, ces incertitudes, elles sont même plus importantes, puisqu'on a les effets d'onde de gravité. Alors, les effets d'onde de gravité, à ces altitudes-là, alors ça peut être émis par des montagnes ou autre chose, comme un courant de jet, etc. Elles vont avoir des amplitudes fortes, et puis surtout, elles vont varier d'un jour à l'autre. Donc là, je suis revenu sur l'expérience de l'explosion en Finlande, et chaque espèce de petit ruban vertical, c'est un jour, c'est l'onde de gravité qu'il faudrait ajouter, d'une certaine manière, pour avoir le signal en Norvège qui a été mesuré. Donc on prend la source qui ne bouge pas, le récepteur qui est à 300, un peu plus de 300 km en Norvège. Entre les deux, on prend les données RA5 et on dit bon, de combien il faut corriger ça pour que ça se passe bien. Eh bien, vous l'avez, la correction. Ça varie tout le temps. Et vous voyez, on parlait d'événements extrêmes. Eh bien, il ne vous aura pas échappé que celle-là, par exemple. Alors là, on doit être en 2016. Chaque bande, en fait, c'est une année et c'est 12 expériences, en fait, par an. L'amplitude, elle est quand même beaucoup plus forte que le jour d'avant. Donc, vous voyez, finalement, d'un jour à l'autre, la météo, elle n'a pas changé tant que ça. Et les ondes de gravité changent tout. Donc ça, c'est complètement stochastique, c'est aléatoire, et c'est pas dans les données du centre européen. Et c'est pas dans GraphCast, et voilà. Et donc, du coup, GraphCast, très bien, mais pour nos applications, ça peut être un problème. Et alors, je vais vous montrer sur un exemple concret, là, rapidement. C'était Fukushima en 2011, vous savez, tsunami, séisme, incroyable, un tsunami, explosion du réacteur. Vous avez l'image.
Et nous, on avait une station au Japon, 230 km au sud. Quand je dis nous, le système de surveillance international. Vous avez la simulation, c'est le petit truc qui est juste en haut, qui semble idéalisé là, avec la vaguelette. Et puis en dessous, vous avez ce qu'on a observé concrètement. On l'a. Je veux dire, on est capable de simuler. Il n'y avait pas d'onde de gravité. Hein. Donc ça marche, c'est très bien. Et puis vous avez la suite. On simule rien. Et la suite, vous avez le gros paquet. Donc ça veut dire que le gros de l'énergie, on l'a pas. Et pourquoi on ne l'a pas? Eh bien, si on regarde bien, un peu plus haut, dans la stratosphère, on avait un guide qui n'était pas suffisamment marqué. C'est ce que je vous disais, ça n'est pas favorable. Donc, si ça n'est pas favorable, nous, quand on simule, on ne le voit pas. Ça, ce sont les données RA5. Et là, on va rajouter justement un petit ziboui, là, une onde de gravité. Et quand on rajoute ça, vous avez le rapport du truc rouge qu'on a raté au truc juste avant. Il passe de 0,1 à 4. Vous voyez le rapport d'amplitude. Donc là, vous faites émerger réellement cette seconde arrivée. Donc en fait, pour le dire autrement, le gros de ce qui a été vu au Japon, suite à cette explosion, il a été finalement, j'ai envie de dire, couplé à une onde de gravité. Vous n'avez pas l'onde de gravité, RA5, vous ne l'avez pas. Vous mettez des ondes de gravité, vous pouvez le récupérer. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, j'ai dit 5 minutes, donc je vais passer vite. Donc les ondes de gravité, en bref, elles ont beaucoup d'importance en fait dans les modèles de simulation du climat. Si vous ne mettez pas d'ondes de gravité, vous aurez des problèmes de biais au pôle, vous n'aurez pas les bonnes températures et vous n'aurez pas les bons ordres de grandeur, j'ai envie de dire, pour ces températures. Et il y a des phénomènes dans l'atmosphère qui sont complètement pilotés en grande partie pilotés par les ondes de gravité. Alors c'est ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique. En fait, l'accélération. Donc l'accélération, c'est vous augmentez la vitesse d'un écoulement. Elle est proportionnelle à une force. Vous savez tout ça. Et la force, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle la traînée d'ondes de gravité. Donc ces ondes de gravité, lorsqu'elles arrivent à des altitudes assez élevées, eh bien, elles vont entraîner l'écoulement avec elles. Donc elles vont l'accélérer ou le décélérer. Ça dépend de l'hémisphère. Parce que ça ne souffle pas dans le même sens entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. C'est ce qu'on voit ici, entre le rouge et le bleu. Et alors, ces ondes de gravité, ça change tout. Donc, vous avez l'importance des ondes de gravité, que j'ai représentées en couleur. Et là, vous vous apercevez que les ondes de gravité sont très très fortes à très haute altitude, ce qui est normal, puisque l'amplitude croît avec l'altitude. Donc, elles deviennent très importantes et elles vont tirer l'écoulement vers des valeurs plus petites ou l'accélérer. Voilà, c'est vraiment cet effet-là. Donc, rajouter des ondes de gravité, c'est nécessaire. Par contre, vu du centre européen, ils n'ont pas besoin d'avoir ces toutes petites structures. Ils ont juste besoin d'avoir l'effet global. Et pour modéliser ces effets-là, ils utilisent finalement ce qu'on appelle des paramétrisations physiques. Et c'est là où les physiciens interviennent. Et on s'est dit, finalement, d'un côté, en Finlande, on a des explosions, on a des signaux comme ça qui varient dans le temps, beaucoup d'informations, ça passe dans un milieu qui est affecté par les ondes de gravité, puis de l'autre côté, on a ça. On a les climatologues qui font des prévisions. Là, vous avez le réchauffement stratosphérique soudain. Une augmentation de température de 20 degrés dans la stratosphère en 1 ou 2 journées. Phénomène très violent et on l'observe beaucoup puisqu'il y a une incidence sur la propagation. Et alors, voilà, c'est ça le truc. C'est que, en fait, ces ondes de gravité, en moyenne, l'effet cumulé doit être paramétré dans les modèles de simulation du climat. C'est une obligation. Mais ça reste une paramétrisation et puis surtout, on n'a pas les petites structures. On a juste un effet d'ensemble. D'un autre côté, donc ça c'est un effet global. D'un autre côté, ces petites structures sont importantes pour nous, pour la propagation. On est donc dans une séparation où il y a l'écoulement à grande échelle qui est résolu, de manière déterministe, et les petites échelles qui ont un comportement stochastique, mais dont l'effet cumulé est important sur l'échelle déterministe. Voilà, et je vais terminer avec ces 2 planches. C'est pour rassurer Elisabeth. Ce que vous avez au-dessus, c'est de la prévision météo. On retrouve, donc c'est du classique avec les paramétrisations, c'est fait au centre européen. Et on s'est dit, on va remplacer les ondes de gravité avec un réseau de neurones convolutifs. Vous voyez, là, on ne remplace pas tout le code. On remplace juste ce qu'on ne connaît pas. En d'autres termes, on va laisser faire des intelligences artificielles un travail qu'on est incapable de faire, parce qu'on est à un niveau de stochasticité qui est une limite. Je veux dire, quand c'est aléatoire, vous pouvez décrire les choses de manière statistique, mais au local, très compliqué. Par contre, la partie déterministe, ça, on sait faire. Donc ça, on le fait.
Par contre, on laisse faire le réseau de neurones. Et si vous regardez en bas, c'est en remplaçant en fait la physique des ondes de gravité par le réseau de neurones convolutif. Vous voyez une différence? Ah, c'est très très bon en fait. C'est très très bon. C'est-à-dire que le réseau de neurones a appris à faire le travail. Et il n'y a pas de physicien. Et si on regarde maintenant ce réseau de neurones, il peut nous aider à faire beaucoup plus que ça. Puisque le réseau, il a appris. Donc il n'y a pas de physiciens qui ont codé les équations, mais en plus, le réseau de neurones, on peut lui demander de sortir la pertinence des variables. C'est-à-dire lui dire, mais qu'est-ce que tu as appris au juste? Est-ce que tout est aussi important? Et il y a un élément qui nous intéresse beaucoup lorsqu'on situe, alors là je me suis mis dans l'hémisphère nord, c'est la variabilité de ce qu'on appelle le flux de quantité de mouvement. Ce qui va exciter en fait les ondes de gravité tout en bas. Parce que finalement ce qui arrive en haut, ça a été généré en bas. Et vous avez ce que prédit le réseau de... Enfin, alors, c'est pas un réseau de neurones, c'est une méthode... C'est un peu différencié, ce qu'on appelle une forêt aléatoire, mais c'est une méthode d'apprentissage en rouge, et vous avez la référence en bleu. Vous voyez, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il a identifié, et on peut sortir ce qu'on appelle un diagramme de Sankey. Et ce diagramme de Sankey, c'est quelles sont les pertinences des variables d'entrée qu'il a apprises au regard de la prévision qu'il a réalisée au sein du code. Vous voyez, donc l'intelligence artificielle, c'est pas juste on remplace, c'est on remplace ce qu'on ne sait pas faire, et une fois qu'il a fait le travail, on lui dit mais qu'est-ce que tu as fait exactement? Qu'est-ce qui est important? Et ensuite, eh bien, en fait, on peut retravailler derrière, en sélectionnant les variables que lui estime être le plus pertinent pour les composantes qu'il a simulées au sein du code de prévision de circulation du climat. Voilà. J'avais une partie subsidiaire. Merci Christophe. Je vais m'arrêter ici. Bien, c'était intéressant, c'est passionnant.